Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de la série de podcasts du Réseau mondial pour l'intégrité de la justice. Nous sommes ici aujourd'hui avec le juge Jean Tanou du Liban pour discuter de l'utilisation des médias sociaux par les juges. Pourriez-vous nous parler brièvement de votre parcours professionnel, s'il vous plaît? Je suis un magistrat libanais depuis 2001. Après avoir été juge commercial et financier, juge pénal et conseiller à la Chambre d'accusation du Liban Nord, je deviens procureur adjoint au parquet financier national du Liban en 2017. Au niveau international, j'étais le représentant du Liban au comité de la rédaction des statuts du réseau francophone des conseils de magistrature judiciaire, connu sous l'acronyme RFCMJ. Ce comité englobait, outre le Liban, le Canada, la France et le Sénégal. J'ai aussi été membre du comité pour l'élaboration de lignes directrices sur l'utilisation des médias sociaux par les magistrats. Ces lignes ont été adoptées par le RFCMJ en novembre 2018. Qu'est-ce qui a incité le réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire à s'intéresser à l'utilisation des réseaux sociaux par les juges? Durant le colloque de 2016 à Paris, plusieurs membres du RFCMJ ont partagé les difficultés générées par la présence grandissante des magistrats sur la toile à travers les réseaux sociaux. Il y avait l'affaire des tweets entre avocat général et assesseur lors d'un procès devant une cour d'assises en France en 2012. Et l'affaire d'une photo extraite de la page Facebook de l'épouse d'un procureur montrant ce dernier dans une réception avec un médecin qui était mise en cause dans une affaire instruite par ce même procureur au Liban en 2015. Encore en 2016, nous donnons à votre avenir une nouvelle maison, la prison, lisait-on sur un t-shirt porté par un juge pénal allemand et posté sur Facebook. À cela s'ajoutent les forums entre juges, où des faits relatifs aux affaires judiciaires en cours de traitement étaient postés pour savoir si d'autres juges ont eu des affaires similaires. Aussi, les tensions générées dans les groupes WhatsApp des magistrats. Durant le colloque du RFCMJ à Dakar en 2017, une table ronde a été consacrée à la séduction des médias sociaux. Cette table ronde a mis en lumière les répercussions possibles sur l'image de la justice et sur l'impartialité, l'intégrité, l'indépendance et même la sécurité personnelle du juge générée par l'activité des magistrats sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a incité le RFCMJ à mettre en place un comité pour la rédaction d'un rapport sur les réseaux sociaux et la magistrature. Le Réseau mondial pour l'intégrité judiciaire a récemment publié des lignes directrices sur les réseaux sociaux. Selon vous, quels sont les avantages de ces lignes directrices internationales? Cet ensemble de directives non contraignantes sur l'usage des réseaux sociaux par les magistrats sont d'une grande valeur. Ils serviront de source d'inspiration pour toute autorité compétente pour réglementer l'activité des magistrats sur les réseaux sociaux. Ces directives indiquent d'une façon assez claire, détaillée, même complète, une feuille de route à suivre pour encadrer l'activité des magistrats sur les réseaux sociaux. Ces règles préconisent de façon novatrice la nécessité de la mise en œuvre des dispositifs de sensibilisation, d'information, mais aussi de soutien aux magistrats. C'est une initiative positive qui est nécessaire au vu des défis que portent les médias sociaux, perte de maîtrise des données, risque de profilage, absence de garantie de confidentialité, etc. En 2002, les principes déontologiques de Bangalore ont affirmé le droit du magistrat de jouir de la liberté d'expression. La publication de ces principes a incité grand nombre de pays à adopter des principes déontologiques pour la magistrature. Le Liban a été parmi ces pays. Il a rédigé pour la première fois de son existence des principes déontologiques pour les magistrats en 2005. Je n'ai aucun doute que la publication des directives non contraignantes sur l'usage des réseaux sociaux aura le même effet. Je souligne aussi que ces principes rappellent aux magistrats présents sur la scène d'un média social qu'il doit se comporter comme sur toute autre scène en respectant les règles déontologiques judiciaires. Quel rôle les conseils de la magistrature jouent-ils dans l'utilisation des réseaux sociaux par les juges? Les conseils de la magistrature ont un rôle principal à jouer
dans l'accompagnement des magistrats dans l'utilisation des réseaux sociaux. Ils devront adopter une approche essentiellement préventive plutôt que l'approche curative liée généralement à la discipline de la magistrature. Il est de leur devoir de mettre en œuvre des dispositifs de sensibilisation et de soutien aux magistrats. Tout d'abord, ils doivent reconnaître clairement que les membres de la magistrature peuvent utiliser les réseaux et médias sociaux, composantes de la liberté d'expression de tout citoyen. Ils doivent également adopter des lignes directrices ou principes déontologiques sur l'utilisation des réseaux ou médias sociaux pour les magistrats. Il revient aussi au Conseil de magistrature d'instaurer des sessions de formation pour les magistrats relevant de leur juridiction, permettant une meilleure maîtrise des réseaux et médias sociaux et une connaissance suffisante des risques attachés à leur utilisation, notamment sur le plan déontologique. Ils doivent aussi élaborer une structure pour répondre rapidement aux critiques personnelles formulées contre des magistrats, propos offensants ou diffamatoires, publiés sur les réseaux ou médias sociaux par une tierce personne, de leur nom ou de leur titre, sans leur consentement. Il sera sûrement de leur devoir de trouver un moyen de soutien aux magistrats pour répondre à leurs interrogations dans leur utilisation des réseaux et médias sociaux, comme la possibilité de consulter, au besoin et en toute confidentialité, les autorités de leur tribunal ou bien un comité d'éthique ou un forum de discussion pour toute question problématique relative à l'utilisation des réseaux ou des médias sociaux. Finalement, c'est au Conseil de magistrature encore de remédier à toute divergence sur l'interprétation des questions de droit reliées à l'utilisation des réseaux sociaux. Je rappelle qu'en 2015, le Conseil de justice en Belgique a considéré comme impartial le fait qu'un juge était ami sur Facebook avec l'avocat d'une des parties au procès. En 2017, la Cour de cassation en France a considéré au contraire qu'un ami sur les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme et ne porte pas atteinte à l'impartialité du juge. Ce genre de contradictions doivent être résolues sur une base régionale et même mondiale. Et j'invite dès à présent l'ONODC et le Centre international pour l'intégrité judiciaire, qui sera établi au Qatar, à réfléchir à cette question et établir un guide pour unifier l'interprétation de chacune des activités sur les réseaux sociaux. À votre avis, comment les juges peuvent-ils utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir le travail de la Cour ? Bien que les secteurs gouvernementaux aient été contraints de maîtriser les pratiques de communication sur les réseaux sociaux ces dernières années, les cours et les tribunaux doivent suivre le chemin. Ce n'est pas aux magistrats en tant que tels de promouvoir l'activité de sa juridiction. Ce rôle doit être institutionnalisé. Il nécessite des aptitudes et des compétences particulières de ceux qui sont chargés de la gestion de la communication, y compris une compréhension des lois et des pratiques des médias qui se rapportent uniquement à cet environnement, telles que la loi sur l'outrage et les exigences des journalistes en matière de reportage judiciaire. En France, on a déjà des magistrats délégués à la communication au sein de chaque cour d'appel. C'est à des magistrats de ce genre que revient la tâche de créer et d'alimenter des forums pour le partage des connaissances et l'apprentissage interinstitutionnel. Aux États-Unis, l'utilisation institutionnelle des médias sociaux par les tribunaux était de l'ordre de 58% en 2014. Donc ça a évolué depuis. Ce qui donne une idée sur l'utilité de ces plateformes pour se connecter avec le public et remplir leur obligation d'être des institutions ouvertes, transparentes et compréhensibles. L'ONODC aussi doit mettre en relief le besoin d'encourager les institutions judiciaires à se doter de capacités communicationnelles sur les réseaux sociaux. Dans le commentaire sur les principes de Bangalore, il est généralement conseillé aux juges de ne pas répondre aux critiques. Comment cette préoccupation devrait-elle être traitée à travers les réseaux sociaux ? Les médias sociaux évoluent rapidement. Il faut répondre aux critiques presque instantanément. C'est la rapidité de la réponse qui pourrait empêcher le problème généré par la critique de s'aggraver. Par contre, ce n'est pas au juge de répondre aux critiques. Cette mission doit être conférée à un organe institutionnel entraîné et expérimenté pour le faire. D'ailleurs, c'est la recommandation numéro 22 des lignes directrices non contraignantes élaborées par le Réseau mondial d'intégrité judiciaire sur l'utilisation des médias sociaux par les magistrats. Elle stipule clairement
que si un juge a été insulté ou attaqué en ligne, il devrait demander conseil à un collègue ou à un organe institutionnel, mais devrait s'abstenir de répondre directement. Cette même recommandation encourage également les institutions judiciaires à fournir aux magistrats des conseils pour faire face au harcèlement ou à n'importe quel abus sur la toile. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé, cher juge Jean Tannot, à notre série de podcasts du Réseau mondial pour l'intégrité judiciaire. Je vous remercie également.